Il y a des idées qui, une fois qu'on les entend, semblent, évidentes. Mais avant, elles étaient comme invisibles. Il y a un peu plus d'un an, on explorait déjà ici les analyses de l'économiste Charles Gave. Il décrivait des fissures dans un système mondial que, franchement, beaucoup pensaient éternelles. Aujourd'hui, quand on reprend ces notes, on ne parle plus de fissures. On a l'impression de regarder des failles béantes s'ouvrir sous nos yeux. C'est un sentiment assez vertigineux, oui. Ces prédictions, qui pouvaient paraître audacieuses, voire alarmistes pour certains, se lisent aujourd'hui presque comme des titres de journaux. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se replonger dedans. Ce n'est pas une simple mise à jour économique, c'est vraiment le récit d'une redéfinition complète des règles du jeu, un changement de logiciel mondial. Exactement. Pour cette analyse, on s'est appuyé sur plusieurs de ces interventions récentes, et ce qui est frappant, c'est que ça forme une mosaïque très cohérente. On va tenter de décortiquer la fin de cette ère, et puis d'esquisser les contours de la suivante. D'accord. Je propose qu'on organise ça en 3 temps pour y voir clair. On pourrait commencer par le grand basculement planétaire, ce que Gave appelle la fin de la domination du dollar. Oui, c'est le point de départ de tout le reste en fait. Ensuite, logiquement, on verra comment ce choc externe vient révéler, un peu comme un scanner, les faiblesses structurelles de nos économies en Occident. La dette. La question de la dette, notamment, oui, elle est centrale. Et pour finir, pour que ce soit très concret, on pourrait terminer par une comparaison en Europe. Un cas d'école fascinant qu'il développe. Le contraste saisissant entre le modèle allemand, longtemps l'exemple à suivre, et qui est aujourd'hui en pleine crise. Et le succès beaucoup plus discret, presque invisible, du modèle suisse. Voilà, ça nous donnera une vision très claire des forces en présence. C'est un excellent plan de vol. Allons-y. Alors commençons par ce système du dollar. Pour le décrire, Charles Gave utilise une analogie que j'ai trouvée très, très parlante. Quelque chose qui nous ramène à l'informatique des années 70. Ah oui, l'image du mainframe. C'est ça. Oui, le système monétaire mondial post-1971, c'était comme un de ces énormes ordinateurs centraux. Une seule machine, un seul système. Tout, absolument tout devait passer par lui. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que presque toutes les transactions internationales étaient en dollars et passaient par le système de compensateurs américain via le réseau SWIFT. D'accord, donc le mainframe, c'est l'image. Mais ce pouvoir, il s'exerçait comment au quotidien? C'est là qu'intervient ce fameux système SWIFT. Exactement. SWIFT, il faut l'imaginer comme une sorte de messagerie instantanée des banques. C'est leur réseau qui leur permet de se dire « je te vire telle somme ». Or, ce système, même s'il est basé en Belgique, il est sous influence américaine. Ce qui leur donnait un pouvoir énorme, j'imagine. Exorbitant. D'abord, un pouvoir de surveillance. Ils pouvaient voir passer une transaction entre, disons, l'Indonésie et la Malaisie. 2 pays voisins qui n'ont rien à voir avec les USA. Qualité du droit américain. Le principe est simple. Si votre transaction utilise des dollars ou juste une banque américaine, vous êtes soumis à la loi américaine, Partout dans le monde. où que vous soyez. C'est ça qui a permis les amendes colossales contre des entreprises européennes, on pense à BNP Paribas par exemple. C'était une arme économique redoutable. Une situation de monopole qui, comme il le disait déjà il y a des années, ne pouvait pas durer, et la riposte s'organise maintenant avec les BRICS+. Oui, et le catalyseur, ça a été la saisie des avoirs russes en dollars et en euros. Pour le reste du monde, le message a été d'une clarté brutale. Le message, c'était « le dollar n'est plus un actif sûr ». C'est ça, il est devenu une arme politique qui peut être retournée contre vous à tout moment. Du coup, les BRICS, qui représentent aujourd'hui 45% de la population mondiale et un bon tiers du PIB, ont décidé d'accélérer. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'analyse de Gave, c'est que leur but, ce n'est pas de remplacer une hégémonie par une autre. Non, et c'est le point clé. On entend souvent dire ils veulent remplacer le dollar par le yuan. Mais ce n'est pas ça. Pas du tout. Les Chinois sont trop intelligents pour tomber dans ce piège. Ils ont vu ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne avec la livre sterling, puis aux États-Unis avec le dollar. Avoir la monnaie de réserve mondiale, ça vous impose d'avoir des déficits commerciaux permanents. Pour fournir cette monnaie au reste du monde. Exactement. Et la conséquence, c'est que votre monnaie est structurellement surévaluée, ce qui détruit votre industrie. Ils ne veulent pas de ce cadeau empoisonné. Donc ils ne cherchent pas à prendre le contrôle du mainframe. Non, mais à le démanteler pour que chacun ait son propre ordinateur. C'est ça le passage au PC, à l'ordinateur personnel. C'est exactement l'analogie. Le but, c'est de créer un système décentralisé,
multipolaire. Le mécanisme, c'est des accords de commerce bilatéraux. La Banque centrale indonésienne et la Banque centrale malaisienne, pour reprendre notre exemple, ouvrent des comptes l'une chez l'autre. Elles font leurs échanges dans leur monnaie locale. Voilà. Et à la fin de la journée, elles regardent le solde. S'il faut compenser, elles peuvent le faire en or, en yuan ou dans leur propre monnaie. Le dollar n'intervient plus. Mais ça a l'air d'une complexité folle de reconstruire tout ça. Ah, ça l'est. Gave le dit lui-même, ils doivent réinventer la roue. C'est une galère technique et administrative immense. Faut changer de software, former les gens, établir la confiance. Mais la volonté politique est là. Elle est là parce que l'enjeu, c'est la souveraineté. Le mouvement est lancé et, franchement, il semble irréversible. Et les conséquences de ce basculement? La première, si je comprends bien, touche directement les montagnes de dollars que les banques centrales ont accumulées. C'est une conséquence massive. On parle d'environ 5 000 milliards de dollars détenus en réserve par les banques centrales non occidentales. Dans ce nouveau système, l'utilité de ces réserves s'effondre. À quoi bon les garder? Exactement. À quoi bon garder autant de dollars si on ne les utilise plus pour le commerce? On ne peut pas acheter grand-chose d'essentiel aux États-Unis à part, dit-il avec ironie, des armes très chères. Donc ces dollars vont être vendus. Progressivement, ce qui va exercer une pression à la baisse sur le dollar et mécaniquement à la hausse sur l'inflation aux États-Unis. Et la deuxième conséquence, c'est la fin d'un monde économique unifié. C'est fini, l'époque où, quand l'Amérique tousse, le monde s'enrhume. C'est l'idée. Jusqu'ici, le monde entier était suspendu aux décisions d'un seul homme, le président de la Fed. La Réserve fédérale américaine. Voilà. Quand la Fed montait ses taux, tout le monde devait suivre pour ne pas voir sa monnaie s'effondrer. Demain, on aura une multitude de cycles économiques locaux, décorrélés les uns des autres. Ce qui, selon Gave, va rendre l'investissement international à nouveau rigolo. Ah oui, ça veut dire que le pilotage automatique est terminé. Il ne suffira plus d'essayer de deviner ce que la Fed va faire. Il faudra se remettre à faire ses devoirs, analyser le cycle du crédit en Inde, la politique monétaire au Brésil. Un retour à l'analyse économique fondamentale, en somme. C'est ça. Plus complexe, mais aussi moins spéculatif. Bon, ce choc externe, ce projecteur venu de l'extérieur, il vient éclairer des problèmes qu'on avait un peu mis sous le tapis chez nous, en Occident. Et le plus gros, c'est la dette. Oui, et sur ce sujet, Gave insiste sur un point essentiel. Il faut sortir de la vision morale de la dette. Il fait remarquer qu'en allemand, le mot Schuld signifie à la fois dette et culpabilité. C'est vrai, en anglais aussi, c'est proche de guilt. Voilà. Et cette confusion nous pousse à voir la dette comme un péché, quelque chose de mauvais en soi. Alors que pour lui, ce n'est qu'un outil. Un simple outil. Ni bon ni mauvais. La seule question qui vaille, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent emprunté? Est-ce qu'on a construit en face des actifs qui généreront des revenus futurs ou est-ce qu'on l'a juste consommé? Pour illustrer ça, il prend deux exemples qui sont de vrais cas d'école. La Chine et la France. D'un côté, la Chine. Une dette colossale, 352% du PIB. De quoi donner des sueurs froides. Mais dit-il, regardons en face. Avec cet argent, les Chinois ont construit des actifs productifs. Des autoroutes, des ports, des centrales nucléaires, le plus grand réseau TGV du monde. Des infrastructures qui génèrent de la croissance. Tout à fait. C'est pour ça qu'il dit que pour la Chine, c'est presque un problème de bilan comptable, alors que pour nous, c'est un problème de flux. Comment ça? Si demain, le gouvernement chinois voulait annuler une partie de sa dette, il pourrait le faire. Comment? En privatisant ses actifs. L'épargne monstrueuse des ménages chinois se ruerait dessus, l'État récupérerait du cash, rembourserait sa dette. Ce serait une simple manœuvre comptable. L'actif existe. Prenons maintenant le cas français. Notre dette a aussi explosé, mais l'usage... A été très différent. En France, la dette a surtout financé des transferts sociaux et le fonctionnement de l'État. On a versé des prestations, payé des fonctionnaires, mais on n'a pas créé d'actifs productifs en face. Le résultat, c'est que le PIB du secteur privé stagne. Il stagne depuis près de 15 ans. Et le point crucial, c'est qu'environ la moitié de notre dette est détenue par des étrangers. Et c'est là que l'analyse devient purement mathématique et, je le disais, assez glaçante. Oui, le calcul est implacable. Le montant des intérêts que la France paie chaque année sur sa dette externe est maintenant supérieur au taux de croissance de son secteur privé. Autrement dit, la charge de la dette augmente plus vite que notre capacité à la rembourser. C'est ça. Et la conclusion, selon lui, est mathématique. Ça entraîne une baisse inéluctable et continue du niveau de vie moyen. On ne peut pas distribuer plus de richesses qu'on en produit. C'est tout. Il utilise une expression très forte pour décrire ce système, les passagers clandestins. C'est une image provocatrice,
Comment faut-il la comprendre d'un point de vue purement économique? C'est crucial de faire cette distinction. Dans son analyse, ce n'est pas un jugement de valeur sur les personnes, c'est une description mathématique d'un système où les prélèvements sur le secteur productif pour financer des transferts non productifs atteignent un point de rupture. Sans contribuer au carburant. Jusqu'au moment où le réservoir est vide. L'idée n'est pas morale, elle est comptable. Et il nous dit qu'on peut voir en direct, en regardant la Turquie, à quoi ressemble l'ajustement quand le réservoir est vide. La Turquie, c'est un laboratoire fascinant. L'inflation est galopante. Qui en souffre le plus? Les fonctionnaires et les retraités, dont les revenus fixes sont dévorés. Mais pendant ce temps, le secteur privé exportateur se porte très bien et la bourse turque, en dollars, a eu une des meilleures performances mondiales. C'est un transfert de richesse massif en fait. Un transfert de richesse massif et brutal du public vers le privé. Le parallèle historique qu'il fait, c'est avec l'Angleterre des années 70. Oui, l'homme malade de l'Europe, un pays en faillite, sous la coupe du FMI, Margaret Thatcher est arrivée et a opéré un ajustement extrêmement douloureux. Privatisation, réduction du poids de l'État. Elle a, pour reprendre son image, supprimé une grande partie des passagers clandestins. Et l'Angleterre, dit-il, a redémarré comme une fusée. C'est un ajustement socialement violent. Très violent, mais qui semble être, selon lui, la seule issue à ce type de blocage. Et cette dynamique de crise, on la voit se jouer de manière spectaculaire en Europe avec deux voisins. L'Allemagne et la Suisse. C'est la démonstration par l'exemple de tout ce qu'on vient de dire. D'un côté, le bon élève qui s'effondre, de l'autre, le discret qui prospère. Commençons par la chute du modèle allemand. Ce modèle reposait sur des piliers qui se sont tous effondrés en même temps. Le premier, c'était l'énergie. Le pilier fondamental? Toute l'industrie allemande, sa chimie, son secteur auto, reposait sur un avantage compétitif majeur, l'accès à du gaz russe abondant et très bon marché via Nord Stream. Et le sabotage de ces gazoducs a tout changé. Ça a fait voler le modèle en éclats. L'énergie en Allemagne est devenue chère, bien plus chère qu'aux États-Unis ou en Chine. La conséquence, elle est immédiate, j'imagine. Directe et brutale. Les usines allemandes à forte consommation d'énergie ne sont plus rentables. Le géant BASF construit sa nouvelle méga-usine, non pas en Allemagne, mais en Chine et aux États-Unis. C'est une vague de désindustrialisation massive. Le deuxième pilier qui s'effondre, c'est l'automobile. On a l'impression que l'Allemagne s'est tiré une balle dans le pied. C'est exactement son analyse. Il considère que, pour des raisons qu'il qualifie d'idéologiques, poussées par l'Europe, l'Allemagne a décidé de fusiller son industrie dominante, le moteur à essence haut de gamme, au profit de la voiture électrique. Mais c'était vu comme le virage vers le futur, non? Oui, mais ils ont misé sur une technologie où ils n'avaient aucun avantage comparatif. Le cœur de la voiture électrique, c'est la batterie. Et les maîtres de la batterie sont en Asie. La Chine, la Corée, le Japon. Voilà. L'Allemagne a donc volontairement abandonné un domaine où elle était numéro 1 mondial pour se lancer dans une compétition où elle part avec un handicap. C'est une erreur stratégique monumentale pour lui. Et il y a une troisième crise, plus silencieuse, mais peut-être encore plus grave. La crise des retraites. C'est une bombe à retardement. Pendant de décennies, les fonds de pension allemands achetaient des obligations d'État allemandes, le Bund, qui offraient des rendements réels de 3 à 5%. Mais depuis 10 ans, Avec les taux zéro de la BCE, ces rendements réels sont devenus négatifs. qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'une fois déduite l'inflation, l'argent qu'ils placent perd de sa valeur chaque année. Ils sont donc obligés de piocher dans le capital pour payer les retraites. C'est qu'elle a faillite mathématique. Ils estiment que d'ici 10 ans, ils seront incapables de payer. C'est un scénario terrible. Et ils préviennent, quand les retraités allemands commenceront à descendre dans la rue, toute l'Europe comprendra que la crise est vraiment là. En face de ce colosse discipliné qui vacille, on a le modèle suisse. Et là, c'est paradoxal. L'indiscipline comme une force. C'est un de ses aphorismes favoris. Il dit « Les Allemands sont disciplinés, ce qui signifie qu'ils font tous la même erreur en même temps. Ah, c'est bien vu. Les Suisses, eux, sont décentralisés, fédéralistes. Les cantons se méfient les uns des autres. Cette indiscipline organisée les rend incroyablement robustes, antifragiles, comme dirait Nassim Taleb. Et les résultats économiques sont là? Les chiffres sont stupéfiants. C'est le seul pays développé où la production industrielle augmente plus vite que le PIB. Le pays se réindustrialise. Et il le fait alors que sa monnaie, le franc suisse, explose, ce qui devrait normalement tuer l'export. Comment c'est possible? C'est une sélection darwinienne constante. Seules les entreprises les plus innovantes, les plus productives, survivent. Mais le vrai coup de génie du modèle suisse, selon lui, c'est sa banque centrale, la BNS. Ah oui.
Normalement, une banque centrale qui voit sa monnaie s'apprécier comme ça, elle panique. Elle imprime sa monnaie et achète des devises étrangères. Qu'elle place dans des obligations d'État qui ne rapportent rien? C'est ce que tout le monde fait, sauf les Suisses. La BNS imprime bien des francs suisses pour répondre à la demande mondiale. Mais au lieu d'acheter des obligations, elle a fait ce que Gave appelle un coup de génie. Elle a pris ses devises et a acheté massivement les meilleures actions américaines. Attendez, une banque centrale qui se transforme en fonds d'investissement? Exactement. Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, ils ont bâti, sans que personne ne s'en aperçoive, un gigantesque fonds souverain rempli des actifs les plus productifs de la planète. Et ils n'ont rien payé pour ça. Changer de la confiance, du papier imprimé, le franc suisse, contre des actifs réels, des parts des plus grandes entreprises du monde. C'est une stratégie brillante de conversion de la confiance en richesse tangible. C'est un diagnostic assez complet. Quand on assemble toutes les pièces, le tableau qui émerge est celui d'une restructuration fondamentale. C'est exactement ça. D'un côté, le monde centralisé autour du dollar qui s'efface au profit d'un système multipolaire, ce choc externe qui force un règlement de compte interne en Occident sur la dette et notre contrat social. Et enfin, en Europe, on voit en direct les modèles qui craquent comme l'Allemagne et ceux qui tirent leur épingle du jeu comme la Suisse. Ce qui nous amène à la pensée finale. En se basant sur tout ça, Charles Gave prédit que le plus grand changement des décennies à venir ne sera ni géopolitique ni économique, mais qu'il concernera la nature même de la monnaie. Il suggère qu'elle pourrait passer d'un outil de contrôle étatique à un bien commun. Et cette idée ouvre une question vertigineuse. Si la monnaie, cet instrument de pouvoir par excellence, ce monopole de l'État venait à lui échapper, que deviendraient les États tels que nous les connaissons? Et quelle souveraineté nouvelle, quelle liberté inédite cela pourrait-il offrir aux citoyens? C'est peut-être ça le véritable changement de paradigme qui se dessine à l'horizon.